On va passer aux violences économiques dans la sphère privée. On n'en parle pas, ou alors si peu. L'argent est pourtant un moyen de pression puissant utilisé par des conjoints lorsqu'ils prennent le contrôle des ressources du foyer. Ils exercent alors une domination qui peut aller jusqu'à l'emprise sur leur conjointe. On dispose de peu de chiffres, mais on sait que 20% des femmes qui téléphonent au 3919 dénoncent des violences économiques et 55% des femmes victimes sont salariées. Alors, comment corriger, bousculer l'ordre social issu du modèle patriarcal qui aujourd'hui encore freine l'autonomie financière des femmes, qui est la clé de l'égalité dans le couple? L'économie féministe peut-elle constituer une alternative à l'économie telle qu'on la connaît et qui malmène l'égalité femmes-hommes depuis des siècles? Les banques, en tant qu'acteurs économiques, ont-elles un rôle à jouer pour mieux garantir cette autonomie financière? C'est les questions que nous allons poser à nos deux invités. Hélène Périvier, bonjour, vous êtes économiste à l'OFCE, Sciences Po, et vous venez de publier un ouvrage saisissant intitulé L'économie féministe, paru aux éditions Presse de Sciences Po, dans lequel vous levez le voile sur les biais sexistes à l'œuvre dans l'économie. Maya Attic, bonjour, vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française. Et je précise que Corinne Hirsch, fondatrice et vice-présidente du laboratoire de l'égalité et membre du club Femmes ici et ailleurs, interviendra dans cette table ronde pour présenter un outil de lutte contre les violences économiques dans la sphère privée. Alors, l'économie pensée par les hommes pour être au service d'une société dirigée par les hommes, voilà ce qui ressort de votre dernier ouvrage, Hélène Périvier. Est-ce à dire que depuis des siècles, l'économie est source de violences économiques envers les femmes et qu'il est urgent de l'inscrire comme vous le faites dans une perspective féministe? Oui, bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie de participer à cet événement. Peut-être pour commencer par distinguer l'économie comme science sociale de l'économie comme organisation économique de la production et des services. Moi, dans le livre, ce que j'essaie de montrer, c'est que la science sociale, l'économie, c'est un ensemble de théories et d'outils et de concepts pour penser l'organisation du monde qui a été pensé par des hommes, comme vous l'avez dit, pour être au service d'une société qui était dirigée par les hommes, puisque au 19e siècle, en tout cas au tournant du 18e et 19e siècle, cette société était majoritairement celle qui donnait le pouvoir aux hommes. Et c'est pourquoi une grande partie des outils analytiques ont laissé de côté des questions qui intéressent la question féministe. Évidemment, le fait le plus marquant est la mise à l'écart de la production domestique et le travail dit de reproduction qui sera mis en avant par les féministes marxistes. Mais on voit bien que l'économie ne s'est pas dotée d'outils conceptuels lui permettant d'intégrer l'égalité, et c'est ce qui va arriver en tout cas avec les économistes féministes du XXe siècle qui vont vraiment mettre en avant d'autres formes d'outils et d'analyse qui vont permettre d'avancer sur la question de l'égalité femmes-hommes. Alors justement, quel argument opposez-vous à ceux ou celles qui considèrent que l'économie féministe relève davantage d'un engagement politique et qu'en ce sens, il peut compromettre un petit peu la neutralité scientifique? Bah, d'abord, l'économie, c'est une science sociale qui a une portée normative, hein. On ne fait pas de recherche sans se poser la question de la société dans laquelle on veut vivre. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, le féminisme, ça n'est pas une revendication catégorielle, c'est un ensemble de pensées extrêmement riche en controverses, en concepts, en théories, qui a une dimension scientifique. De fait, la rencontre entre les deux fait vraiment sens. C'est vraiment donner une perspective féministe, c'est-à-dire une perspective normative à l'économie qui est celle de l'égalité des sexes. Voilà le but de l'économie féministe. D'accord. Et vous écrivez que les économistes percevaient les inégalités entre les sexes comme naturelles et souhaitables. On avait déjà là une vision plus essentialisante que scientifique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'économie ne s'est jamais intéressée au travail domestique et familial effectué par les femmes, ce qui n'est pas sans conséquence, on le sait, puisque leur indépendance économique est conditionnelle à l'organisation de la famille? Alors, ils se sont intéressés au travail domestique et à l'éducation des enfants, mais effectivement en le laissant dans cette boîte noire qu'est la famille, en supposant que les femmes altruistes vont pouvoir s'occuper de ces tâches, qu'elles ne sont pas des homo economicus. Ça, c'est vraiment la vision des femmes du 19e siècle. Après, évidemment, ça a beaucoup changé hein, dans la discipline au cours du 20e siècle, mais néanmoins, c'est vrai que le 19e siècle, c'est celui de l'essentialisme, c'est celui de la révolution darwinienne aussi, qui laisse peu de place à l'idée d'un destin social au-delà du sexe. Alors justement, vous avez cité quelques économistes féministes comme John Stuart Mill ou encore Karl Marx au XIXe siècle, mais l'un comme l'autre n'ont pas pensé cette articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Or, aujourd'hui encore, 72% des tâches strictement ménagères et 65% du travail familial sont réalisées par les femmes. Rien ou presque n'a changé. Pourquoi en France, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur de l'enjeu que représente ce phénomène? N'est-ce pas là un défi pour l'économie féministe?
Alors, peut-être un Lina? petit retour en arrière. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tellement reporter le débat articulation vie familiale, vie professionnelle dans le 19e siècle, qui est celui de John Stuart Mill ou Karl Marx. Mais c'est vrai que John Stuart Mill, c'est un libéral qui pense l'égalité dans toutes ses dimensions, y compris femmes-hommes. Mais simplement, il n'arrive pas à penser la démocratie dans la famille. Il n'arrive pas à penser que les hommes puissent être investis dans la famille. Mais ça tient aussi du monde dans lequel il vit. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, hein, au 20e siècle, les choses ont beaucoup changé, notamment du fait de politiques publiques qui initialement ont été pensées précisément pour renvoyer les femmes à la maison. Hein. Donc l'état social de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est un état social qui porte le progrès social, mais qui ne porte pas l'émancipation économique des femmes. Bien au contraire, il continue à renforcer l'assujettissement économique des femmes au foyer par tout un ensemble de politiques que je ne vais pas détailler parce qu'on manque de temps, mais s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre. Et aujourd'hui, évidemment, cet état social, il a été réformé pour accompagner l'entrée des femmes dans le salariat à partir des années 60-70, mais il reste un peu au milieu du gué. Donc, il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont permis aux femmes de s'extraire de ces tâches familiales et domestiques. Certaines politiques publiques, c'est plus récent, essayent d'inciter les hommes à s'investir dans la famille. Donc, ça, c'est vraiment les choses les plus récentes. Mais on est encore très loin du compte parce que, comme vous l'avez dit, le partage des tâches familiales et domestiques est au désavantage des femmes. Ah oui, alors d'ailleurs, vous écrivez même vous-même que vous dites l'État social français est Restons là, assommés. par un familialisme qui minore les inégalités économiques au sein des ménages et preuve à travers l'imposition des couples que vous appelez à réformer. Expliquez-nous en quoi ce système fiscal qui date de 1945 est-il défavorable aux femmes? Alors, c'est le système du quotient conjugal que certains, peut-être certaines d'entre vous connaissent. Hein. Quand on est marié ou pacsé aujourd'hui, on déclare conjointement les revenus du couple, c'est-à-dire qu'on va imposer la moyenne des revenus du couple au barème progressif, ce qui donne un gros avantage aux couples dans lesquels il y a un écart de revenus très important entre les deux membres. On voit bien, c'était tout à fait fait pour faire en sorte que monsieur qui travaille et madame qui n'a pas de revenus, on considère que madame est une charge pour monsieur et donc ça doit venir en compte, être pris en compte dans le calcul de l'impôt dont ce ménage doit s'acquitter. Alors, du coup, aujourd'hui, alors non seulement ça n'a plus de sens puisque nous ne sommes pas dans une société qui souhaite promouvoir le modèle de monsieur gagne pas, madame au foyer, et en plus, c'est profondément injuste du point de vue de l'équité fiscale puisque ça avantage des couples qui sont d'autant plus riches que l'avantage est important, et puis il n'y a pas de raison. Et de fait, ça peut inciter ou désinciter les femmes à se porter sur le marché du travail parce que, de fait, elles seraient beaucoup moins imposées si elles étaient imposées individuellement. Donc, en tout cas, ce système, il mériterait d'être remis à l'œuvre, d'être débattu. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger à l'incapacité dans le débat français qu'on a à penser ce système fiscal qui implique une dépense fiscale de l'ordre de 7 milliards d'euros par an. Donc voilà, on n'est pas du tout sur l'épaisseur du trait. D'accord. Alors, il y a une autre règle fiscale que certaines féministes dénoncent, c'est la déclaration de la pension alimentaire. Elle concerne de nombreuses femmes parce que je rappelle ce chiffre de l'INSEE. Plus de 80% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Celles-ci doivent déclarer la pension alimentaire d'un revenu qui est alors fiscalisé, tandis que l'homme, lui, la déduit de ses revenus. Pourquoi vous ne l'évoquez pas dans votre ouvrage? N'est-elle pas si injuste? Alors, c'est pas que en fait, je pense que le problème des pensions alimentaires, il est un peu plus technique que ça. Il tient beaucoup plus au fait que lorsqu'on recouvre les pensions alimentaires aujourd'hui, et c'est un débat d'actualité puisque des annonces ont été faites pour accélérer le recouvrement des pensions alimentaires, du fait de jeu du système fiscal et social, ça peut induire dans certains cas, pour certaines catégories de femmes, une baisse de niveau de vie. Parce qu'elles, pour 1 € de pension perçue, elles vont perdre 1 € d'allocation logement, elles vont perdre en revenus issus de la CAF, elles vont perdre en tarification sociale de la cantine. Donc, il peut y avoir une baisse de niveau de vie, ce qui est un véritable problème, parce que, hein, encore une fois, si on recouvre mieux les pensions dans le système actuel, on risque de mettre des femmes dans une situation plus difficile. Alors, il me semble que le traitement fiscal de la pension alimentaire n'est pas problématique. Monsieur déduit la pension qu'il verse de son imposition, madame l'intègre dans son revenu imposable, si tant est qu'elle soit imposable, hein, mais elle a en contrepartie une demi-part, donc c'est un peu technique, j'en suis désolée, mais elle a une demi-part supplémentaire du fait qu'elle est parent isolé, ce qui compense en partie le fait que c'est elle qui déclare la charge des enfants. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut se focaliser, mais quelque chose qui affecte beaucoup plus les mères isolées, et en particulier les mères isolées qui sont dans une situation précaire ou qui peuvent le devenir, qui est cette articulation entre un certain nombre de dispositifs de politique sociale qui conduisent à ce qu'elles perdent des aides sociales lorsqu'elles reçoivent leur pension alimentaire. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et malgré les alertes que nous avons lancées à l'OFCE, au Conseil à la famille, à l'âge et à l'enfance,
on n'a pas de réponse. Or, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte ce problème qui risque de mettre des femmes déjà dans des situations précaires, encore plus précarisées. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, avant de me tourner vers Maya Attig, Hélène Périvier, j'aimerais qu'on aborde très rapidement une violence qui est encore méconnue, celle des inégalités de patrimoine, puisque même au moment de l'héritage, il arrive que des femmes soient défavorisées par rapport aux hommes. Pouvez-vous nous expliquer comment cette inégalité se manifeste? Alors là, il faut lire le livre de mes collègues Sybille Golac et Céline Bessières, hein, qui ont écrit un livre très intéressant, Le genre du capital, dans lequel elles expliquent bien la façon dont on fait une comptabilité inversée au moment soit des héritages, soit des divorces, qui conduit à défavoriser les femmes. On va plutôt donner le patrimoine, par exemple, productif, la boulangerie familiale, la petite entreprise familiale, on va la transmettre davantage aux garçons et on va faire une compensation qui ne compensera jamais complètement la valeur de cette transmission pour la fille, par exemple. Ou alors, au moment d'un divorce, on va considérer, le monsieur va considérer que du fait de la perte, par exemple, du quotient conjugal dont nous avons parlé, puisque le divorce, évidemment, met fin à cet avantage fiscal dont il bénéficie, il va avoir le sentiment qu'il paye beaucoup d'impôts tout d'un coup. Et tout cet investissement en politique publique qui a été fait autour de la spécialisation du couple, ne va pas être reversé, entre guillemets, à la femme qui se sépare de son conjoint. Donc, il y a là une vraie dissonance dans le fonctionnement de nos politiques publiques et le règlement, que ce soit en termes de divorce, en termes de transmission de patrimoine, au sein de la famille, qui semblent être des décisions privées, mais qui en fait sont largement régulées et encadrées par des politiques de redistribution. Oui, d'accord. Merci Hélène Périvier, merci pour avoir fait l'effort de synthétiser sur des questions aussi complexes et techniques. Je vais me tourner maintenant vers Maya Attig. L'autonomie financière passe aussi, parce que l'autonomie financière passe aussi par l'autonomie bancaire. Or, il arrive qu'un conjoint prend seul le contrôle des ressources du foyer, par exemple en restreignant l'accès au conjoint à sa compagne ou encore en contrôlant la moindre de ses dépenses. Les femmes qui font état de ces violences économiques sont parfois victimes aussi de violences conjugales et les chiffres nous montrent qu'elles concernent aussi bien les femmes salariées que les femmes au foyer, quel que soit le milieu social. Alors, quel rôle peuvent jouer les banques pour contrer cela? Est-ce que le personnel est formé?